Bonjour pour la succession. Nous commençons maintenant à avancer dans la compréhension des défis des agricultures d'aujourd'hui. Nous avons précédemment fait de nombreuses estimations, mais des calculs un peu théoriques, mais très globaux. Donc maintenant, il va falloir essayer, à partir de là, de penser un peu différemment et de passer des calculs globaux aux adaptations locales. Parce que raisonner de manière globale, ça va pas être suffisant. Il faut aussi faire les mêmes types de calculs, parce qu'on fait quand même les mêmes types de calculs, par région du monde, par pays, en tenant compte des situations sociopolitiques et des conditions quasi physiologiques, de la relation des plantes au sol et au climat spécifique. Évidemment, si vous faites ces calculs en conditions méditerranéennes, en conditions continentales, équatoriales, tropicales humides, vous allez avoir des conditions qui sont tellement différentes que tout calcul qui voudrait moyenner des choses très différentes risque de passer à côté d'exigences locales. Donc ces calculs doivent être réalisés tant au niveau mondial qu'au niveau des continents, des sous-continents, des pays, des régions. Et vous pouvez vous amuser à le faire dans la région dans laquelle vous habitez, etc. Alors je vous donne un exemple quand même, parce que ça c'est les deux grands pays au niveau population. La Chine dispose au maximum de 130 millions d'hectares. Certains parlent de moins déjà aujourd'hui. Quand je dis 130 millions d'hectares cultivables, de surface agricole vraiment utilisables, moins de 130 millions, quand vous savez que la France en a 28. Donc ça veut dire que c'est comme s'ils n'avaient que 4 fois plus de surface agricole, alors qu'ils sont facilement 20 fois plus nombreux. Et l'Inde, on dispose de plus de 180 millions, donc c'est déjà plus que la Chine, c'est un pays plus petit, apparemment. Mais en Inde, en plus, une large part des surfaces permet 2 cultures par an. Donc les calculs qu'on a fait tout à l'heure de production par hectare, il faut les revoir, parce qu'ils ont des capacités de production par hectare supérieures. Alors qu'en Chine, ils ont aussi une partie qui peut recevoir 2 cultures, mais la proportion est beaucoup plus faible. Donc, vous voyez que si vous voulez faire, à partir d'une carte, faire des calculs bruts, vous voulez voir combien les Chinois peuvent nourrir de personnes, combien les Indiens, vous risquerez de vous tromper complètement si vous n'accédez pas aux conditions réelles locales. Et c'est encore plus vrai dans des pays très spécialisés. Bon, par ailleurs, la production agricole actuelle, et ça, je vous en ai parlé malheureusement très rapidement dans la révolution du XXe siècle, c'est que l'une des caractéristiques de la révolution du XXe siècle, c'est qu'elle a transformé toute la main-d'œuvre, l'activité mécanique, toute l'activité qui permet de faire le travail, elle a éliminé au maximum tout ce qui était biologique, donc les chevaux, les bœufs, etc., pour mettre des machines. Donc la production actuelle ne peut pas se maintenir sans intrants. Elle ne peut pas se maintenir sans intrants, c'est-à-dire sans pétrole, parce que sans pétrole, non seulement il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de motorisation, il n'y a pas de phytosanitaire. Les phosphates qu'on utilise aujourd'hui sont aussi des phosphates minéraux qui sont importés pour les 3/4. Bon, parfois on doit aussi choler les sols, etc. Donc la production actuelle, le niveau qu'elle a dans les pays où les niveaux sont importants, ne peut pas se maintenir sans intrants importants. Même si on a libéré des surfaces, parce qu'on n'a plus besoin de nourrir des chevaux et des bœufs pour faire marcher, pour tirer les charrues ou même tirer les moissonneuses. Mais tout ça, ça dépend maintenant de motorisation et de pétrole. Il y a des rendements très élevés qui peuvent révéler des pratiques agricoles extrêmement différentes. On a des rendements très élevés parce qu'on cultive en serre. On a des rendements très élevés parce qu'on est dans des conditions idéales où on peut irriguer sans problème, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, il y a des pertes tout le long de la production. Depuis la production jusqu'à la consommation, il y a des pertes. C'est ce qu'on appelle souvent du gaspillage, et on va analyser ça précisément, parce que
les pertes nécessaires, voire difficiles à améliorer et qui sont parfois liées au niveau technique qu'on a, sont différentes du vrai gaspillage qui fait que la nourriture n'étant pas chère, on peut la jeter, etc. Donc il ne faut pas confondre perte et gaspillage, et il ne faut pas non plus faire d'erreurs de calcul dans leur estimation. Elles sont considérables, elles représentent entre 15 et 30% en gros de la production d'origine, mais c'est très différemment réparti selon le développement des pays et selon les types de production. Je vous donnerai des exemples très précis qui ne sont pas très connus de chez nous en tout cas. Donc elles doivent être analysées tout au long des filières et alimentaires. Il faut faire attention à la nature des productions et puis il faut faire attention aussi et réfléchir aux besoins des consommateurs qui entraînent paradoxalement des pertes parfois pas négligeables. Et j'espère que vous comprenez pourquoi, mais les produits frais subissent plus de pertes que les produits secs. Ça va être beaucoup plus facile de conserver du blé en silo sans rien perdre que de conserver des laitues, des fruits ou tous les fruits et légumes de saison pour lesquels, une fois récoltés, il faut les avoir mangés dans la semaine. Voilà. Et puis les produits frais, à partir de produits laitiers, par exemple, peuvent aussi exiger des consommations courtes. Et donc c'est bien sur ces produits-là qu'il y a le plus de pertes. Alors, je vous ai parlé de l'impact de la consommation carnée et laitière. Je pense que vous avez dû entendre. D'ailleurs, c'est répété à l'envi actuellement, hein, quand même. On entend partout. La viande coûte cher en terre, c'est du gaspillage, la consommation carnée et laitière est pas bonne pour la santé, elle est pas bonne pour les territoires, ça consomme de la terre alors qu'on n'en a pas assez, etc. Bon, ça cache des disparités importantes, en fait, il faut regarder ça au cas par cas, et tout dépend, en effet, d'où provient l'élevage, comment il est fait, etc. Et puis, il y a une part de l'élevage, hein, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, qui est soustrait à tous les calculs là que je viens de vous faire, c'est que une part de l'élevage est faite dans des endroits où on ne sait pas faire autre chose. Hein, je pense que étudier d'où vient le fromage de Beaufort, le Cantal, le Gruyère, le Matal, il y a beaucoup de fromages qui ont besoin, les comtés, etc., qui sont basés sur des élevages sur lesquels on ne saurait pas tellement produire du blé de qualité, produire des céréales ou même des légumes de manière correcte et en bonne qualité. Donc il y a des endroits où on ne sait faire que de l'élevage. Et à ce moment-là, attaquer l'élevage dans les lieux où on ne peut pas faire autre chose, je parle des sols de montagne, mais il y a parfois des sols très hydromorphes, où se plaisent certains bovins ou certains ovins, mais où il est très difficile de faire de la culture. Et puis des sols, des territoires, qu'on qualifie de prairies, mais qui sont plutôt des steppes ou des savanes, et pour lesquels on peut élever des animaux, mais avec des densités faibles, et faire attention de ne pas faire de surpâturage. Mais ça sort de ce calcul des 1800 millions d'hectares. Et puis il y a des élevages très particuliers, alors ça c'est hors norme, à l'indienne par exemple, où les vaches mangent en fait des déchets. Il suffit d'avoir été en Inde pour voir que les vaches sont un peu efflanquées, c'est vrai, mais en fait elles se nourrissent essentiellement des déchets de la production agricole. Alors maintenant, je vous présente un tableau là, les pertes alimentaires dans le monde par produit. C'est produit par la FAO, c'est des chiffres sérieux, c'est la FAO, ça a été fait, ça a été analysé, et vous voyez que les céréales et les légumineuses ont un taux de perte très, très faible, moins de 10%, et c'est lié à ce que je vous ai dit, c'est normal, c'est pas des produits frais, une fois que c'est récolté, ça peut être stocké, les pertes sont faibles. Moi je pense que même 10% est très élevé et va dépendre de conditions locales dont je vous parlerai tout à l'heure.
Les fruits et légumes, ça monte tout de suite à plus de 20%, et ce qui est normal, parce que les fruits et légumes, vous avez deux critères qui font qu'on a des pertes. Le premier, c'est à la récolte. Et les agriculteurs savent, ça sert à rien de mettre en circulation des pommes tavelées, ou les fruits abîmés, ou les légumes qui sont déjà un peu fatigués, etc. Donc ils sont obligés de faire des tris. Les viandes et produits d'origine animale, là aussi, les pertes sont relativement faibles. Hein. On est proche des céréales et des légumineuses, on a 15%, parce que les circuits sont très 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 exigeants, étant donné les problématiques nutrition, santé, sécurité qui y sont associées. Alors les racines, radicules et cultures oléagineuses auraient des taux de perte qui iraient jusqu'à 25%. J'en parlerai tout à l'heure, mais je pense que ces chiffres, c'est pas qu'il est exagéré, mais c'est que c'est lié au lieu où sont produits. C'est tubercules, racines et cultures oléagineuses. Il y a des endroits du monde où, pour le moment, on ne sait pas maîtriser les pertes à la récolte et lors du transport. Et puis pour le reste, les autres types de cultures, ils comptent 10%, parce que ça va être évidemment des productions à haute valeur ajoutée et à quantité minimum, et pour lesquelles les pertes ont un coût réel pour le producteur et pour le consommateur, donc elles sont limitées. Bon, vous voyez qu'il y a des différences importantes selon les productions, mais ça masque aussi des différences de développement agricole. Bon, en moyenne pondérée, là, sur ces 4 lignes, on arrive à peu près à 15%. Donc notez bien ça, c'est que les pertes alimentaires dans le monde par produit, apparemment, sont de l'ordre de 15%. Bien. Vous allez voir que les erreurs qui ont été faites de calcul pour faire gonfler ce chiffre et faire croire qu'on a des pertes monstrueuses. Notons pour le moment tout de suite qu'il s'agisse de fruits, de légumes ou bien racines tubercules, ça relève de problématiques de production agricole, voire d'exigences de consommateurs, et qui souvent ne peuvent pas être considérées comme des pertes. Quand vous éliminez plein de choses à la récolte, en vous disant ça ne pourra pas aller dans les circuits de distribution, maintenant on s'organise pour que ce soit rassemblé et par exemple mis en méthaniseur. Bon, c'est pas toujours le cas, mais à partir du moment où c'est fait, on ne peut plus parler de pertes. Donc certaines pertes sont des exclusions volontaires et peuvent aussi être à terme recyclées pour des besoins énergétiques. Alors là, un petit tableau sur le gaspillage alimentaire de par le monde. Alors là, par contre, c'est le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, qui va parler d'un autre chiffre, et qui n'a rien à voir avec celui de la FAO. Et il montre que 17% des aliments sont gaspillés par les ménages, 11%, les services alimentaires, 5%, les détaillants, 2%. Donc eux, ils parlent d'un chiffre de 17%. Vous remarquez que les données que je vous ai données précédemment de la FAO parlaient d'environ 15% en moyenne. Donc on est dans les mêmes eaux, hein. Sauf que, qu'est-ce qu'ils ont fait les PNUE, eux, ce qui les intéressait, c'était où avaient lieu les gaspillages. Donc ils parlent surtout des ménages, des services alimentaires et des détaillants. Donc il y a quelque chose qu'ils n'ont pas nommé, on ne le voit pas, c'est les pertes qui pourraient avoir lieu à la récolte, et qui ne sont pas des pertes, qui sont des éliminations, des séparations, et puis les pertes qui pourraient avoir lieu dans la distribution ou dans l'industrie agroalimentaire. Apparemment, ils les ont mis dans services alimentaires. 5% dans les services alimentaires, d'après cette carte que vous voyez là, en fait, c'est relativement faible. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que la première part, non pas de perte à ce moment-là, on parle de gaspillage, c'est les ménages. Donc vous voyez bien la différence de termes, le PNUE parle de gaspillage alimentaire, la FAO parle de pertes. Donc la FAO parle de pertes qui sont difficilement compressibles et qui sont liées au type de production. Le PNUE se focalise en culpabilisant un peu la population, sur dire vous avez 17% qui sont gaspillés. Alors évidemment, la tentation a été très forte de beaucoup de gens de dire bon ben on prend les chiffres du PNUE, on rajoute aux chiffres de la FAO 15 plus 17, ça fait 32. Bon ben ça c'est les pertes alimentaires.
Et alors évidemment, on se dit, oula, c'est lourd. Non, ben c'est deux points de vue différents qui parlent d'une chose semblable, avec probablement des taux d'erreur de chacun. Donc, parler de 17 à 35%, bon, de 15 à 20%, je pense que ça paraît des chiffres beaucoup plus proches du réel que quand on part en disant qu'il y a 30 à 40% de gaspillage. Surtout qu'on est toujours en train de confondre perte et gaspillage alimentaire. Alors si on prend la France, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, en gros, il y a 33% de ce qu'on pourrait, en fait, là, on parle des chiffres qui sont proches des chiffres de la FAO. 33% de tout ce qui est perdu ou gaspillé l'est au niveau de la consommation. Et ça, c'est une donnée qui a été vérifiée plusieurs fois. En fait, quand on parle de la consommation, on parle pas que de la consommation au domicile, mais de manière générale, avec la prise en compte des pertes hors foyer. Vous allez au restaurant, vous commandez un plat et vous en mangez que la moitié, il faut savoir que la moitié est jetée systématiquement. Les produits qui ne sont pas achetés, qui ne sont pas achetés parce que pour différentes raisons, ils commencent à être trop proches de la date limite de consommation telle que vous le voyez sur l'étiquette. Si vous ne les achetez pas, que ça dépasse l'étiquette, le supermarché jette les produits. Alors, actuellement, il y a plein d'actions pour essayer de promouvoir les produits qui atteignent la date limite de consommation. Ils baissent les prix, ou bien il y a des promotions pour aider certaines associations caritatives pour utiliser des produits qui ont dépassé. Mais la loi interdit de vendre des produits qui ont dépassé la date de péremption. Et si pour une raison ou autre, tout à coup il y a une crise alimentaire quelque part, des bruits, où on dit il faut pas acheter tel produit et tout, on peut se retrouver, moi je l'ai vécu plusieurs fois, avec une grande surface qui dit ah non tel produit je le vends plus, parce que je ne saurais jamais si je vendrais tout, parce que je dois l'acheter en quantité suffisante. Et vu la crise qui se passe à tel et tel endroit, ce produit-là, moi j'attends que tout soit calmé pour me remettre à savoir combien je peux commander de manière stable. Donc il faut voir qu'il y a des formes de pertes qui sont pas maîtrisables. Vous voyez sur ce tableau qu'il y a 32% de pertes chez les producteurs. Alors là, il faut s'entendre. Bien sûr, il y a des cas où on fait, surtout la production fruitière, vous ne pouvez pas récolter tous les fruits d'un arbre et les vendre tous. Ça, c'est impossible. Vous pouvez les séparer en 3 groupes. Parmi les fruits qui sont tombés ou que vous avez récoltés, il y en a qui sont un peu trop mûrs, il y en a qui ne sont pas assez mûrs. Il y a juste les bons, vous prenez les bons, et ça va représenter en gros 30% de 30 à 35% de votre production. Qu'est-ce que vous faites du reste? Il y a plusieurs solutions. Soit c'est de la matière organique que vous utilisez en compost ou n'importe où, soit vous le passez en méthaniseur, mais on peut pas parler de perte à ce niveau-là. Ça va être un taux, et ça peut être lié à la variété, ça peut être lié au climat de l'année, ça peut être lié, il suffit qu'il ait plu quand il fallait pas, etc. Donc, on devrait logiquement pas parler des pertes chez le producteur, c'est-à-dire de la non-possibilité de mettre dans le circuit de commercialisation un certain nombre de produits qui sont sortis. Parce qu'il y a aussi, selon ce que vous cultivez, vous pouvez avoir des déchets nécessaires, parce que vous faites des choux-bruxelles, des choux-fleurs par exemple, vous allez couper à la tige, vous n'allez pas prendre trop de boue autour, vous allez les nettoyer, il y aura plein d'entre guillemets de pertes, qui sont soit de la matière organique réincorporable dans le sol, soit de la matière organique qu'on peut recycler vers des méthaniseurs, et peut-être à terme, quand ils seront opérationnels, vers des micro-méthaniseurs qui seront vraiment focalisés sur la ferme. Les 4% chez le distributeur, les 14% chez le distributeur, ça c'est clair, c'est soit de la casse, ce qui arrive toujours, on peut jamais empêcher toute la casse, soit des taux qui correspondent à j'ai pas pu tout vendre et j'ai dépassé la date de limite de vente, tant pis, je jette. Et donc c'est une gestion
toujours au jour le jour, qui doit être le plus précise pour être capable de vendre tout ce qu'on a acheté et de ne pas arriver à en perdre. Et il y a des moments où on préfère acheter un peu plus pour pouvoir vendre plus, mais il s'avère que les fluctuations de la consommation sont telles que on perd à ce moment-là. Donc, 14% chez le distributeur, ça va être très 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 difficile de le condenser. Pour arriver, il faudrait que le distributeur ait des outils extrêmement numériques complets qui lui font par exemple baisser son prix lentement au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date de péremption, par exemple. Oui. Il y a aussi à éviter les casses et tout, mais bon. Et puis évidemment le calcul que vous voyez en bas des 15,3 millions de tonnes de CO2 correspondants. Et ils vous font la correspondance que ça revient à 15 millions d'allers-retours Paris-New York. Bon, ça c'était un calcul, c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Et en Europe, vous voyez qu'en Europe, on arrive en gros à 20% de la nourriture perdue ou gaspillée. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 15, 17%, 20%, mais 20% c'est le maximum. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que vous voyez là, c'est qu'on se dit, ah oui, et alors le transport, le stock, le stockage à la ferme, le stockage dans la coopérative, le transport, et surtout l'industrie, où est-ce qu'ils sont? Il n'y a pas de perte là? Ben, il faut savoir que dans l'industrie proprement dite, le taux de perte est extrêmement faible, et d'ailleurs ça fait partie des préoccupations des industriels de toujours baisser leur taux de perte. Le taux de perte dans les stocks, dans le stockage, n'a jamais été aussi bas qu'aujourd'hui, et surtout, le perte de stockage chez le producteur, parce que là, vous voyez sur ce tableau 32%, et ils vous mettent quelque chose comme l'équivalent d'un pommier et d'un poirier, heureusement. Si vous avez mis du blé, ça aurait été un peu exagéré. L'un des problèmes qu'on a en blé, pour vous montrer l'interaction de tous les problèmes, c'est que le taux de perte est tellement faible lors de la moisson, on arrive à des outils tellement pointus qu'on a un taux de perte lors de la moisson qui est extrêmement faible. Si faible que tous les passereaux et les animaux qui sont granivores, avec la transformation qui a eu lieu depuis 25-30 ans, eh ben, ils n'ont plus de quoi manger. C'est-à-dire que on a favorisé le développement des passereaux granivores au 19e siècle et au début du 20e siècle, en accroissant la production avec un taux de perte comme le même. Depuis 30 ou 40 ans qu'on s'acharne pour faire des produits de plus en plus précis avec les taux de perte de plus en plus faibles, on ne laisse plus rien aux autres. Et donc, ben, ils souffrent, ils n'ont plus rien à manger. Ce qui veut dire que le taux de perte est devenu très faible. Donc il faut se rendre compte que le taux de perte faible, c'est pas nécessairement qu'un avantage, ça dépend ce qu'on cherche. Donc, en synthèse, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire que entre perte et gaspillage, attention aux erreurs de calcul. Il y a les pertes nécessaires au niveau agricole, tri des fruits et légumes à la production, évidemment. Ils peuvent éventuellement être recyclés, méthaniseurs et tout, et ça devient des choix stratégiques. Si, par exemple, les agriculteurs disent « Oh, nous, tout va bien avec les pommes tablées, hein, vous savez, nous, on est prêts à les manger, on s'en occupera bien », je pense que l'agriculture biologique serait ravie. Hein, parce qu'elle dira « Ah ben, je vais pouvoir vendre des pommes tablées un peu moins chères et tout ». Il y a eu des tentatives faites de vendre des fruits qui n'avaient pas belle allure en disant il faut les vendre quand même parce qu'on ne va pas les jeter sous prétexte qu'ils n'aient pas belle allure. Mais il y a aussi des pertes choisies pour raisons de sécurité alimentaire ou pour des raisons de surproduction locale momentanée. La raison de sécurité alimentaire, c'est typique. Vous allez au restaurant, vous ne mangez que la moitié, ou vous allez à un restaurant collectif, communautaire, un crous et autres, et vous mangez que la moitié, vous jetez le reste. Ça n'ira jamais, ça ne sera jamais recyclé dans de l'alimentation de quoi que ce soit, même d'animaux. Ça va être détruit pour des raisons de sécurité et d'hygiène. Donc il faut quand même comprendre qu'on ne veut pas avoir le beurre et l'argent du beurre aussi. C'est toute notre logique d'hygiène et de sécurité qui a mené à ça. Donc on ne peut vraiment parler de gaspillage qu'à partir de la consommation finale. C'est-à-dire quand nous mangeons, faisons attention, achetons ce dont nous avons besoin et pas plus, quitte à faire 2 fois les courses.
ou bien savoir le garder au frigo et se remanger, et resservir des plats non finis, etc. Là, c'est une habitude de vie. Hein. Et ça, c'est du vrai gaspillage. Alors, je voudrais vous donner un exemple, parce que je vous ai dit que j'avais de vous donner un ou deux exemples assez étonnants. C'est la culture du manioc en Afrique. Le manioc est une culture qui, d'origine, si mes souvenirs sont bons, le manioc n'est pas d'Afrique, je crois que le manioc vient d'Amérique. En tout cas, les premiers producteurs de manioc, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était les Thaïlandais, les Asiatiques. Et soudain, depuis une vingtaine d'années, 20, 30 ans, on voit une explosion, mais une croissance très très forte de la production de manioc comme produit de base de la population. Et la question, ça a été de comprendre, mais pourquoi le manioc? Eh bien, c'est qu'en Afrique, il y a deux types de problèmes. Il y a le problème de stockage de la production, et il y a le problème des transports. On est dans des pays où la logistique marche pas très bien et où le stockage des aliments est un problème compliqué pour des raisons de climat. Je vous ai dit qu'entre autres, Philippe Bocquéo, dans le premier cours que je vous ai donné, Philippe Bocquéo a reconnu que l'une des raisons pour lesquelles l'agriculture n'a pas eu autant d'expansion que les autres en Afrique que dans les autres régions du monde, c'était pour des raisons d'épidémiologie et de climat. Ben là, c'est pareil. Et les Africains ont découvert que tant qu'on récoltait pas le manioc, on pouvait attendre un certain temps. Il était stocké dans le sol et tout allait bien. Si on l'enlevait, si on le récoltait trop tôt, on finissait par avoir des grosses pertes. Et c'est ce qui correspond d'ailleurs au tableau que je vous ai montré, hein, les pertes de tubercules et tout, c'est certainement les pertes quand on récolte du manioc trop tôt et qu'on n'arrive pas à tout vendre. Avec l'arrivée du téléphone portable, qui s'est développé en Afrique à toute vitesse, les agriculteurs africains ont découvert quelque chose, c'est que ils font leur culture de manioc, ils attendent que le manioc soit prêt. Quand il est prêt et que c'est bon et qu'on pourrait le vendre, téléphone portable et ils disent, voilà, j'ai tant d'hectares de manioc qui correspondent à peu près à tant de tonnes, qui est-ce qui peut venir les chercher, et à quel prix peut-on s'entendre? Et comme ça, il arrive à vendre son manioc à un prix normal, à quelqu'un qui vient, et en fait avec le matériel pour récolter et emporter tout de suite le manioc. Et à ce moment-là, on n'a ni frais, on n'a aucune perte à la récolte, pratiquement le minimum de perte à la récolte, et minimum de perte au stockage. C'est pris, emporté, et tout de suite mis à la consommation dans les grandes villes, etc. Et le stockage a lieu tranquillement au sol en attendant, tant que l'agriculteur n'a pas trouvé un acheteur. Donc là, on se retrouve avec quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Le téléphone portable, dans certains cas, permet de résoudre des problèmes qu'on croyait être des problèmes insolubles en termes de logistique, stockage global. Et c'est la raison pour laquelle le manioc est devenu la première production d'équivalent céréales en Afrique. Le manioc a été pendant très longtemps cultivé au Brésil, par exemple. Mais maintenant, il faut le savoir, première zone de consommation et de production de manioc au monde, c'est l'Afrique. Bon, je vous remercie de votre attention. J'en ai fini pour cette séquence et je vous souhaite une bonne journée.